Bonjour, dans le cadre de l'émission Le Débat, nous allons aujourd'hui traiter des questions économiques liées à l'économie algérienne. Il y aura plusieurs approches, la question microéconomique, macroéconomique, les différents investissements, les plans potentiels de relance et la situation actuelle de l'économie du pays. Et dans ce cadre-là, nous allons donc en parler avec monsieur Hakim Taibi, qui est spécialiste en économie et qui va nous expliquer un peu les grandes lignes de ce qui se passe actuellement en Algérie. Bonjour monsieur Taibi. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci à Canal 22 pour le travail que vous faites et je souhaite également bonjour, je passe un bonjour à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent, que ce soit en Algérie ou à travers le monde. Très bien, monsieur Taibi, je voudrais vous parler de plusieurs éléments. On va commencer d'abord par la grande économie, ce qu'on appelle la macroéconomie, puis après la microéconomie. J'aimerais que vous nous donniez quelques indicateurs essentiels qui expliquent à peu près l'état de l'économie algérienne aujourd'hui par rapport à ce recul sur 60 ans d'indépendance, où on en est exactement et est-ce que les plans de relance peuvent être effectivement un espoir pour le pays? Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage global? Alors, pour commencer, il y a malheureusement un triste constat qui a été fait et que ça ne sert à rien de le refaire parce qu'il a l'air de se permaniser. C'est celui qui consiste à dire que l'économie algérienne, 60 ans après, dépend toujours de l'exploitation et l'exportation des hydrocarbures. Donc, il y a une forte dépendance qui est très très problématique parce que l'économie algérienne a quand même, il faut le dire, depuis l'indépendance, donc il y a eu des dizaines je dirais des milliers de milliards de dollars d'investissement qui ont été consentis sur toute la période, bien évidemment, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir créer un tissu économique, pas forcément industriel, comme on a souhaité le faire à un moment donné. Donc, la situation est telle que, malgré toutes ces dépenses, malgré ces sommes importantes, on est allé même jusqu'à s'endetter massivement, en plus des recettes des exportations d'hydrocarbures qui ont été engrangées durant toutes ces années, nous n'avons pas pu développer une économie fortement indépendante, fortement diversifiée, qui est capable de répondre de façon permanente et de façon aussi rapide aux besoins des populations, besoins en termes des produits de première nécessité, que ce soit en besoin de matières liées pour le fonctionnement de l'économie en général, de l'industrie, de l'agriculture et un certain nombre d'insuffisances. Donc aujourd'hui, on est en train, malheureusement, nous sommes toujours en train d'avoir un œil très très vigilant sur le niveau, bien évidemment, du prix des pétroles à l'extérieur, mais aussi du niveau de nos réserves de change. Ce qui est dramatique, d'ailleurs, c'est un constat qui à lui seul résume toute la tragédie de l'échec des politiques économiques algériennes depuis l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons un regard permanent, que ce soit dirigeants ou citoyens, sur le niveau des réserves de change. Pourquoi? Pour la simple raison, comme tout le monde le sait, que ce niveau-là détermine le nombre de mois, la période pour laquelle nous avons des garanties, entre guillemets, de disposer des biens et des matières nécessaires pour la vie quotidienne des citoyens et du pays. Donc, c'est un constat quasiment d'échec qui est en plus aggravé par des sommes colossales qui ont été dépensées depuis l'indépendance et qui n'ont pas pu avoir un effet positif structurel et sur le plan également comme on appelle de l'emploi, de la création des richesses. Nous avons toujours des milliers de millions de chômeurs et nous avons en contrepartie dépensé des dizaines de millions de dollars. Donc, il y a quelque chose qui cloche, il y a une équation qu'il faut résoudre et malheureusement qui est difficile à aborder aujourd'hui. C'est un petit peu, si vous voulez, un petit résumé qui n'est pas nouveau, mais
qui traduit un petit peu l'ampleur de cette sinistrose, comme on l'a qualifié à un moment donné, dans laquelle se trouve l'économie algérienne. On peut injecter autant d'argent qu'on veut, ça a été fait, notamment durant les 20 dernières années, mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Monsieur Taibi, j'ai envie de vous interroger sur une question précise. En 70, on avait une Algérie qui sortait après 10 ans de guerre, enfin après, 10 ans après la guerre d'indépendance, d'une perspective d'une économie qu'on avait qualifiée comme étant un dragon africain. On parlait des industries industrialisantes, c'était le projet structurant qui était destiné à créer des industries lourdes pour faire en sorte qu'il y ait, après les industries légères. Ça a été arrêté en plein vol dans les années 80 apparemment. J'ai envie de vous demander une question simple, c'est que l'Algérie est la 4e puissance économique africaine en termes de PIB, vous le savez déjà, on donnera les chiffres d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si on est tombé de façon récurrente, de façon permanente depuis les années 80 dans le syndrome hollandais. Le syndrome hollandais, c'est le fait d'avoir une production, une monoproduction de quelque produit que ce soit, d'ailleurs c'est pétrole, gaz ou autre, et de ne pas créer de richesse. Est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que nous allons rester dedans? Et est-ce que les perspectives, peut-être, avec les nouvelles lois qui vont sortir, avec les volontés affichées, gouvernementales, du moins officielles, de réforme, peuvent porter leurs fruits, selon vous? Alors, effectivement, depuis les années 90, il y avait un plan, je ne me rappelle plus lequel, si c'est le premier ou le deuxième plan quinquennal, qui a envisagé de faire de l'Algérie de 2000, qui a fait une comparaison, c'est de dire que l'Algérie de 2000 serait l'Espagne de 1980. C'est-à-dire ramener, si vous voulez, l'écart de développement entre l'Algérie et l'Espagne uniquement à 20 ans. C'était très ambitieux comme projet. Aujourd'hui, la réalité est tout à fait autre. Donc effectivement, on est loin d'avoir 20 ans d'écart, de retard de développement par rapport à un pays comme l'Espagne, et je ne dirais pas par rapport à d'autres pays européens qui sont encore beaucoup plus avancés. Donc ça, c'était un projet qui était inscrit dans un des, je ne me rappelle plus lequel, dans un de ces plans-là. C'est-à-dire qu'on a cru vouloir développer une économie sur la base d'un tissu industriel, aussi intense soit-il, aussi diversifié. Et voilà, la suite, le résultat de toutes ces politiques, nous sommes arrivés au bout de 20 ans, de 30 ans d'industrialisation, d'investissement dans un tissu industriel, à vouloir même si vous voulez, démonter carrément ce tissu-là. On a vu pendant la décennie 90 comment le secteur public et toutes ces industries ont été carrément, à un moment donné, ils ont été restructurés, ils ont été segmentés pour faire des petites entités plus à taille humaine, plus faciles à gérer, mais finalement, c'était une voie vers la liquidation pure et simple. Pour ce qui est de l'économie algérienne, donc vous avez parlé effectivement, l'Algérie demeure à 90%, ou bien un peu plus parfois, on n'a pas vraiment le taux exact, mais on n'est pas loin de cette valeur. On dépend à 90% en termes de création de richesse de le secteur des hydrocarbures. C'est une triste réalité. Mais il faut dire aujourd'hui, ce qui est une réalité, que l'Algérie, depuis ce temps-là, toutes ces années, elle n'a pas exploité toutes ses capacités. Il y a des secteurs d'activité, pas forcément dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture, dans les services, qui sont aujourd'hui, qui sont carrément, entre guillemets, laissés à l'état rudimentaire. Je parle de l'agriculture, comme je peux parler de certain nombre de cultures en Algérie. Donc, on a opté pour une économie basée sur un secteur, et en croyant qu'il suffit de valoriser fortement ce secteur-là, de l'exploiter de façon intense pour pouvoir développer les autres secteurs. Ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, nous avons aujourd'hui une réalité qui fait que on ne peut pas aujourd'hui répondre de façon indépendante, de façon autonome aux besoins
de la population en termes de produits de première nécessité, mais aussi aux besoins de l'agriculture en termes de produits de matières premières, les intrants agricoles. Il y a eu récemment tout un sujet, un débat sur cette question. On a voulu interdire, par exemple, je donne des petits exemples comme ça, le drame de l'économie algérienne. On a voulu interdire l'importation des semences agricoles, ce qui est quand même une aberration, parce que ce n'est pas ça qui fait la fracture des importations algériennes, c'est pas ça qui cause des montants importants, alors que nous allons avoir de plus en plus besoin de produire des produits agricoles pour satisfaire aux besoins de la population. Et le schéma dans lequel nous nous sommes retrouvés, il y avait une analyse qui a été faite apparemment, on va dire que pour se développer, il faut s'industrialiser. C'était l'équation de départ hein, dans les dirigeants algériens, à partir des années, bien évidemment, des années 70. Hein. Avant, on était dans l'option, l'autogestion et tout, mais après, on est passé on a voulu, comme on appelle, on a opté pour le modèle des industries industrialisantes pour dire, voilà, nous sommes pour sortir de la pauvreté, de sous-développement, il faut industrialiser parce qu'on pense que l'industrie, c'est un moyen d'acquérir de la technologie et quand on dispose de la technologie, on se développe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons tous le constat où est-ce qu'il est et qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui malgré tous les moyens qui ont été déjà exploités et toute la manne financière qui a été consommée jusqu'à présent. Monsieur Taïbi, j'ai envie de dire, bon là vous faites référence au fait qu'il y a une économie qui est basée essentiellement sur les hydrocarbures, pétrole, gaz. Actuellement, le gouvernement a choisi, semble-t-il, de faire de l'exploitation minière. Donc on voit avec le champ de phosphate, la plus grande exploitation de fer au monde qui a démarré en Algérie. Donc ils vont sur d'autres secteurs primaires de l'économie. Mais là, il y a quand même un tableau assez triste que vous dressez. C'est-à-dire que 90% d'exportation vient des hydrocarbures, on l'a compris. Mais surtout, et c'est le plus inquiétant, si on retombe dans le même piège des années 70, à savoir industrie industrialisante pour faire que l'industrie et mettre de côté effectivement l'agriculture, ça pose des problèmes. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, que le gouvernement a choisi aussi de prioriser le secteur agricole avec la Mikidja, avec d'autres, tout ce qui est région saharienne, où il y a une grosse réforme qui a été mise en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de ce côté-ci, puisque le secteur agricole reste quand même en Algérie, en gros, c'est 10 à 15% de la création de richesse du pays, hein, je parle en interne. Alors, c'est pas qu'il y a de l'espoir, mais je pense que c'est la solution. C'est l'agriculture en Algérie. Parce qu'aujourd'hui, on a voulu faire vite, on a voulu faire rattraper trop vite même les retards que nous avons par rapport à l'Europe, et encore à l'Europe latine, hein, c'est-à-dire un peu l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, et nous n'avons pas réussi avec l'industrie. Et nous avons entre-temps, en parallèlement à cela, nous avons négligé l'agriculture. À un moment donné, on importait même nos pommes de terre. Voilà, donc c'était quand même c'est un indicateur qui témoigne un petit peu de cette réalité de l'agriculture algérienne qui est tout à fait délaissée pendant plusieurs décennies. Et le potentiel agricole aujourd'hui est très important pour la simple raison qu'il permet de développer en parallèle. Si l'agriculture se développe, on peut développer un secteur agroalimentaire qui va être aussi très prospère. Donc, l'équation comme on appelle agricole est très importante pour l'Algérie. Elle n'est pas uniquement là pour satisfaire les besoins en consommation, en produits de consommation immédiate, ce qu'on appelle la consommation finie, c'est-à-dire trouver des fruits et des légumes, mais aussi on va pouvoir développer avec ces mêmes produits une industrie de transformation, de conservation et proposer sur le marché des produits agricoles directs, c'est-à-dire qui viennent directement de la ferme, mais aussi des produits agricoles ou bien agroalimentaires dans lesquels il y a une forte valeur ajoutée qui est induite par le secteur industriel,
ce qui est donc ce qu'on appelle communément l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a, comme on appelle, un très bon coup à jouer pour l'Algérie dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est pas un choix, mais c'est quasiment, c'est une obligation. Il n'y aura pas d'autres possibilités. Le recours à l'industrie minière, ça va prendre, peut-être que ça va alléger un petit peu, ça va contribuer quelque part à améliorer les moyens de financement de l'économie algérienne parce que ça va également offrir des produits à l'exportation, des produits miniers à l'exportation, mais nous serons toujours dans le même schéma, c'est-à-dire nous allons dépendre des exportations. Qui dit exportation dit, bien évidemment, les prix qui sont définis sur le marché international, qui sont des facteurs exogènes, donc qu'on ne maîtrise pas, absolument, et aussi des contraintes qui sont liées à des données géopolitiques qui sont très variables, comme on le constate en ce moment. Donc, quand on mise totalement sur l'exportation, ça veut dire on prend le risque de perdre la maîtrise sur ses propres leviers de développement économique. Et c'est ce qui se passe avec le pétrole. Nous n'avons pas la maîtrise sur les prix. On ne sait pas ce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'aujourd'hui le pétrole va nous rapporter. Enfin, les hydrocarbures, plutôt le gaz, va nous rapporter. On ne saura pas ce qu'il va nous rapporter dans 3 mois. Pour la simple raison que les conditions d'aujourd'hui, du marché pétrolier d'aujourd'hui, elles sont façonnées par le conflit qu'il y a en Europe. Si ce conflit viendrait à s'arrêter, les données vont changer immédiatement. Donc, le paramètre comme on appelle, de contrôle, il devient différent que celui qu'il y a aujourd'hui. Et c'est pareil pour les mines, c'est pareil les produits. On parle de l'acier, de certains minerais qui sont très très demandés. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité industrielle importante. Mais à partir du moment où il y a une crise, par exemple, comme la pandémie qui a eu la Covid, on a vu comment beaucoup d'industries se sont carrément arrêtées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de disponibilité de matières premières. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de mobilité, on ne pouvait pas transporter. C'est le monde entier, ça, en réalité. Là, c'est le monde entier. La pandémie a touché tout le monde, ça a ralenti les économies. Oui, je sais pas. On est en période de reprise. Je dis que quand on se lance comment on appelle, on se focalise de façon importante sur l'export ou l'import, c'est-à-dire le commerce international, on devient très fragile et on devient tributaire des données qui sont incontrôlables à l'échelle nationale parce que ce sont des données qui sont déterminées à l'échelle internationale. Là-dessus, on est d'accord. Il y a eu un virage qui s'est fait en 2014 avec la décrue du prix du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est à peu près bon an, mal an autour de $100. C'est monté à $120 au maximum, $127 dans les fixings. Mais dans tous les cas de figure, on a un pays qui, effectivement, dépend beaucoup du pétrole. Le gaz est devenu une véritable denrée puisque c'est monté dans des proportions jamais atteintes de l'histoire du gaz. Donc l'Algérie aujourd'hui est un pays rentier et extrêmement riche en termes de rentrée de devises. C'est un pays qui n'a plus de balance commerciale négative. C'est un pays qui a rétabli ses comptes par le miracle, effectivement, vous l'avez souligné, de cette fameuse spéculation à l'international, d'une crise ukrainienne et puis d'autres éléments qui ont concouru à cela, à la reprise économique mondiale. Là, je vous rejoins. Par contre, la question que je vous poserai simplement, c'est que c'est un pays qui donc subit les aléas internationaux de la cotation des matières premières. On a parlé tout à l'heure de fer, du phosphate qui valent très cher aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait une contre-performance, qu'on appelle un contre-choc sur le prix des matières premières pour que ces prix s'effondrent et qu'on se retrouve dépendant. Donc j'ai envie de vous poser la question. Pour un pays qui a à peu près en gros 42 millions d'habitants, il y a 1 million d'Algériens chaque année qui arrivent sur le marché, qui arrivent sur la population algérienne par la naissance. C'est un pays qui va donc avoir une croissance considérable de sa population, on le sait, avec des projections qui font que la transition démographique n'a pas opéré en Algérie. Ça s'est fait dans les années 90. Aujourd'hui, on est reparti sur une croissance démographique forte. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être pas intéressant de diversifier? Alors, je prends les exemples. Le gouvernement met le paquet sur la Startup Nation. Il parle beaucoup de ça. On l'a vu hier avec Macron qui a parlé de ça aussi. Apparemment, il croit que c'est la panacée. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Alors, les politiques d'investissement et d'innovation en Algérie ont été, je dirais, malheureusement, ont été ignorées en quelque sorte. Donc, je fais un petit parallèle avec nos voisins, par exemple, en Tunisie, en Maroc et même en Égypte,
ils ont créé pour favoriser durant la première décennie du siècle, hein, ils n'ont pas attendu aujourd'hui, donc ils ont développé une politique de technopole et qui ont permis de créer des structures d'accueil avec toutes les possibilités, avec toutes les commodités nécessaires pour développer des petites entreprises dans divers secteurs. Il y a bien évidemment le secteur qui est en vogue aujourd'hui, qui était en vogue à l'époque, c'est celui de l'informatique, du logiciel, du numérique et tout ce qui est lié aux technologies de l'information et de la communication, mais pas que ça. Il y avait aussi des technopoles. En Tunisie, par exemple, il y avait comme on l'appelle Razala Industrie, qui est liée à l'industrie informatique, au logiciel surtout, hein, le software. Et puis il y avait des technopoles à l'industrie du textile, parce que la Tunisie c'est une plaque tournante mondiale de l'industrie textile mondiale, et ainsi de suite. Donc il y avait quand même des technopoles. Et ces technopoles-là, ce ne sont pas des bâtiments où on donne des clés, des appartements. Non, ce sont des entités qui ont été aménagées de façon à pouvoir développer des activités d'innovation, pour lancer de petites entreprises. Et plus ou moins, ça a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois. Et je donne aussi un exemple égyptien d'une technopole, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais bon, il va revenir, qui a créé des dizaines de milliers d'emplois où tous les ingénieurs égyptiens, quasiment dans le domaine de l'informatique, de l'électronique et tout, étaient en poste là-bas. Et ce qui est fait, c'est que ces technopoles-là, quand ils ont été développés, il y avait, dans le cadre de l'aménagement global des territoires qui avoisinent ces technopoles, on avait aménagé des lignes de métro, des lignes de tramway, c'est-à-dire les moyens de transport, de l'électricité, l'accès à l'Internet, les infrastructures comme on appelle, de base, les routes, tout ce qui peut servir une activité économique. Et plus que ça, avec une politique d'aide, avec des mesures d'aide de soutien à ces entreprises, qui démarrent parce que ce sont des entreprises qui sont innovantes, et l'innovation c'est un coup de poker en fait, hein. C'est pas quelque chose qui est gagnant à tous les coups. On sait, même dans les pays développés, le taux de la survie, si vous voulez, je ne sais pas comment on appelle, la durée de vie, le taux de succès des startups, et il varie selon les situations de 5 à 10%. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir parce que le secteur qu'ils ont choisi n'est pas porteur, ou bien il est fortement concurrentiel. Oui, l'Algérie peut jouer, peut compter sur ce créneau-là. Il faut le développer, mais c'est pas qu'elle peut, mais elle est obligée de le faire, parce que d'un côté, ça offre des opportunités pour les jeunes diplômés de se lancer par leur propre initiative, mais aussi de bénéficier d'un appui de l'État pour éviter de fermer rapidement, comme on appelle, les clés de la boutique, si on peut dire ainsi, et éventuellement, bien évidemment, des soutiens en termes de financement, en termes d'information, en termes de conditions d'accueil. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui doit intervenir dans un cadre d'une réflexion globale pour pouvoir développer ces entreprises, ces startups. Et il faut également qu'elles soient diversifiées, qu'elles doivent toucher à tous les secteurs. Nous avons besoin d'innover dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine de l'industrie ou bien dans le domaine de l'informatique ou dans l'électronique. Nous pouvons également innover dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Nous n'avons pas de lycée agricole en Algérie. Nous n'avons pas de lycée agricole. Nous n'avons pas de laboratoire, par exemple, qui permettent d'offrir, de proposer des produits agricoles dans une forme industrialisée, mais qui soit, comme on appelle, porteuse de valeur, créatrice de valeur ajoutée. On n'a pas fait ça. Moi, j'ai des petits exemples comme ça. Tout à l'heure, je vous donne un exemple rapide.
j'étais dans un petit magasin, j'avais une petite faim, j'ai acheté une bande avec des fruits. Ouais. Des fruits mélangés, c'est comme une barre de chocolat, mais ça, c'est une barre à fruits. Et je regardais dans les fruits, il y avait quoi? Il y avait la date et la banane. Elle est algérienne, quoi. Ah, la date et banane. Ah non, mais le problème, c'est que la barre, quand j'ai regardé le pays de fabrication, elle s'est fabriquée en Hollande. Le syndrome hollandais, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Ah non, Effectivement. je plaisante un peu. Mais si je regarde, la Hollande n'a ni la banane, ni la date. Mais ils ont quand même pensé à offrir sur le marché un produit agricole, agroalimentaire, dans lequel il y a des ingrédients qu'ils ne fabriquent pas. Ils n'ont pas de date. Ils vivent sous l'eau. Ils ne peuvent pas avoir des dates. Clair, Ils vivent sous l'eau. Ils ne peuvent pas avoir. Donc, pour vous dire que la date en Algérie, c'est un secteur, pour moi, c'est un produit qui est capable de créer, de multiplier par 10 le niveau de richesse qu'il crée aujourd'hui. Nous sommes en train de consommer la date comme nos ancêtres la consomment depuis tout le temps, depuis toujours. Vous avez l'huile d'olive aussi, c'est un grand secteur aussi d'avenir, l'huile d'olive, puisque c'est une huile qui est saine. Oui, Mais vous faites référence à plusieurs éléments qui m'intéressent. Le premier élément, c'est l'agro-industrie. Ça se base sur l'agriculture, effectivement, donc il faut une agriculture dynamique, qui puisse être autonome, qui puisse bénéficier de centres de recherche qui optimisent encore les performances agricoles. Et à côté de ça, il faut une industrie de transformation, donc la fameuse agro-industrie, donc la production industrielle des produits agricoles qui se transforment et qui permettent d'exporter. Là, je vous rejoins. Mais j'ai envie de vous dire simplement une chose. Là, on parle de deux secteurs qui ont été opposés un temps, en 70, puisqu'on a mis le paquet sur l'industrie et on a négligé l'agriculture. Aujourd'hui, il y a une combinaison des deux. Je pense qu'il faudrait peut-être repenser le modèle économique, déjà s'affranchir de l'imposition des cotations des marchés agricoles aux États-Unis. Ce n'est pas normal que ce soit intégré. Peut-être penser à créer une bourse en Algérie qui ferait ses propres cotations africaines, par exemple, pourquoi pas, puisque l'Algérie est centrale en Afrique, et envisager que l'Algérie soit une plateforme naturelle de production agricole, industrielle, pour pouvoir vendre aux pays africains de proximité, puisqu'on a quand même beaucoup de frontières avec beaucoup de pays africains et qu'on crée des infrastructures. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il faille peut-être réformer, aller dans une direction qui serait une sorte de grand marché commun africain? Absolument, je suis entièrement favorable, d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que le marché africain, c'est un marché qui reste porteur, parce que, qui est en demande. Donc, il faut développer un secteur, je dirais, une orientation de notre philosophie vis-à-vis de l'extérieur vers l'Afrique, l'Afrique voisine. Hein. Je ne parle pas d'aller dans l'immédiat jusqu'à l'Afrique du Sud ou bien en Tanzanie, mais juste l'Afrique voisine. C'est déjà quelque chose d'important. Et l'Algérie a les moyens, a les capacités. Il faut juste il faut avoir de la volonté. Il faut se pencher réellement sur ce cadre-là. Et il n'y a pas que on peut également, on peut parler effectivement des agrumes. Vous avez cité l'huile d'olive, les dattes. Il y a d'autres matières, d'autres produits agricoles que nous pouvons valoriser de façon beaucoup plus importante que leur consommation directe, immédiate qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, l'Algérie doit réfléchir une autre politique économique vis-à-vis de l'extérieur. Déjà, il faut se dire que l'extérieur, c'est pas le développement n'est pas uniquement l'exportation ou bien l'importation. Il y a aussi un développement qui peut se faire, qui peut s'appuyer sur le marché national, local, qu'il faut bien organiser, bien structurer avec des instruments de régulation beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants pour pouvoir le développer et en tirer des recettes fiscales assez conséquentes. À quel type d'instrument vous faites référence pour la régulation? Sur le terme de la régulation des prix, de la fiscalité, des normes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On produit comme on veut, on produit comme... Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Il faut mettre les normes. Il y a un certain nombre de leviers sur lesquels l'État n'a toujours pas agi, hein, qu'il faut développer. Donc, il y a des choses qui sont à faire. Hein. Il y a des choses qui restent à faire. Et aussi, il faut se débarrasser du fait de dire que le développement, c'est de pouvoir exporter. Alors, si déjà on arrive à réduire l'importation, c'est déjà pas mal. Essayons de réduire nos importations.
J'ai une question à vous poser très précise par rapport à ces questions des importations. Le gouvernement a annoncé qu'il avait l'année dernière obtenu 5 milliards, 4 milliards à 5 milliards d'importations hors hydrocarbures. Il faut vérifier en détail à quoi elles correspondent. Et annonce cette année, avec des projections qui semblent être optimistes, qu'il montrait à 7 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures. Est-ce qu'on peut imaginer, ce qu'on espère tous, que ces chiffres soient exacts et qu'effectivement il y a une dynamique de l'export hors hydrocarbures, donc la réduction de la dépendance de la rente pétrolière, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt optimiste, c'est une façon de faire une sorte de méthode Coué pour rassurer la population? Alors, j'ai du mal à croire qu'on peut rapidement passer comme ça d'une année à une autre. On peut augmenter les recettes d'exportation hors hydrocarbures. Quand on passe de 5 à 7, c'est plus de 25%, de presque 40% de hausse. C'est quand même important. Donc, effectivement, il faut être très prudent sur ces chiffres parce que à partir du moment où ils ne sont pas accompagnés d'une liste avec tous les éléments, avec tous les éléments d'information qui nous disent que nous allons exporter hors hydrocarbures, mais quoi? Est-ce que c'est des produits agricoles? Peut-être, mais ça ne va pas aller jusqu'à ces montants-là parce que qu'est-ce qu'on peut exploiter? Que peut-on exporter de plus pour engranger de telles recettes en une année? Il faut qu'il y ait un miracle de l'agriculture algérienne pour y arriver. Et on le voit ici, on est en France. On sait d'où viennent les produits qui se trouvent sur le marché en France et en Europe en général. Donc, je ne parle pas des produits européens, mais en dehors de l'Europe, on a quelques pays que l'Afrique du Sud pour certains produits, le Maroc pour d'autres, la Tunisie pour quelques-uns, l'Égypte pour d'autres. Mais il n'y a pas d'Algérie, à part les dattes et l'huile d'olive, on ne voit pas d'autres produits algériens. Donc, il faut rester prudent sur ces chiffres-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de les réaliser. Mais c'est possible de le faire, mais il faudrait mettre les moyens qu'il faut et les investissements qu'il faut et créer les conditions nécessaires pour développer les exportations, et la production d'ailleurs, et aussi à partir du même produit, offrir une panoplie de produits qui soient directement consommables. C'est ça, c'est diversifier l'offre du produit. Ne pas rester sur la même façon sur le même produit proposé, le même produit à la consommation. Il y a aussi les normes internationales qu'il faut respecter par rapport aux produits, évidemment. Je voudrais vous poser une question. Alors, il y a un cadre juridique qui est mis en place depuis un an quasiment. On parle beaucoup d'export, on parle beaucoup d'investissement. La question que j'aimerais vous poser, vous avez entendu sans doute parler pour l'augmentation des IDE, donc les investissements directs étrangers, des réformes des lois, des fameuses lois 49-51 qui interdisaient à un investisseur étranger de prendre une majorité dans une entreprise algérienne. Ça a été revu, c'est-à-dire que les grandes structures sont toujours sur cette loi-là. En revanche, les investissements moyens ou petits bénéficient d'un peu plus de souplesse par rapport à ça. Un investisseur étranger peut investir en Algérie. On s'attendait peut-être à un saut qualitatif, une progression considérable de l'investissement étranger. Bon, il y a eu 2 ans de Covid, on le sait, mais on n'a pas l'impression que les idées ont beaucoup augmenté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Parce que Macron est en Algérie, il ne parle pas vraiment d'investissement. Hier, il a parlé de foot, de cinéma, enfin pas des choses qui sont très significatives. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que les investissements étrangers soient plus dynamisés, plus attractifs, que l'Algérie puisse devenir une zone, puisque c'est un pays dont la main-d'œuvre n'est pas très chère, le coût énergétique est très bas, les surfaces industrielles existent. Que doit-on faire pour inciter les investisseurs étrangers, qu'ils soient étrangers ou simplement binationaux, pour revenir en Algérie, selon vous? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut assainir le climat des affaires. Il faut rassurer, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Je ne vais pas donner d'exemple. On sait que des entreprises ont été quasiment poussées presque à la liquidation parce que des banques bloquent leurs comptes, ceci, cela. Donc, le secteur bancaire, il est défaillant. Deuxièmement, il faut une stabilité de l'institution économique. Il ne faut pas changer les lois régulièrement, il faut les stabiliser. Il faut donner une visibilité sur le long terme, le très long terme pour l'investisseur. Parce qu'un investisseur qui vient investir des milliards de dollars ou bien des millions de dollars, il sait que son investissement ne sera pas rentable dans l'immédiat. Il lui faut une certaine période. Donc, le retour sur un investissement n'arrive qu'au bout de quelques années et généralement, ça va au-delà du moyen et du long terme. Donc, si
l'investisseur, il se dit, mince, avant même de rentabiliser mon investissement, je vais avoir des changements de loi qui vont remettre en question et mes sacrifices. Mais voilà, donc il y a un souci. Il y a un souci. Donc, un vrai problème en Algérie, c'est celui de la garantie de la protection de l'investissement. Et là, nous ne l'avons pas. Et pourquoi? Parce que les lois changent régulièrement. Il n'y a pas une stabilité. Je ne parle pas du côté politique, hein, parce que là, c'est un autre débat. Mais sur le plan de la loi, il y a quelque chose, un travail énorme à faire. Il faudrait créer une clause où, je pense, hein, je dis ça juste, voilà, il faut créer quelque chose qui ferait en sorte que les lois ou bien les conditions de l'investissement doivent rester inchangées pendant au moins une certaine période. Comme ça, l'investisseur qui va s'aventurer, et bien évidemment, il n'y a pas que la loi, bien sûr. Hein. Donc, l'investisseur qui va décider d'investir en Algérie, il sait que au bout de certaines années, au bout de certaines périodes, l'investissement ne va pas changer, la loi ne va pas changer. Donc, il y a possibilité de faire un calcul économique pour savoir quel serait son retour sur investissement et quelles sont les perspectives qui vont s'ouvrir devant son investissement. Voilà. Donc, mais aussi, il faudrait que l'Algérie détermine des secteurs clés dans lesquels elle va solliciter des investissements étrangers directs. Il faut choisir dans quoi on va investir en Algérie aujourd'hui. Quel est le secteur? On va investir dans le secteur des hydrocarbures. Oui, ça c'est sûr, mais il y a déjà du beau monde dans ce secteur-là. Il y a toutes les grandes multinationales du secteur sont présentes en Algérie. Il y a même trop de monde sens. On va investir dans l'automobile. Est-ce que le marché est porteur? Est-ce que le marché algérien, la production algérienne, parce que comment on appelle, l'investisseur, on dit, hein, il y avait quelqu'un qui a dit il y a quelques dizaines d'années, les IDE les investissements directs étrangers, ne vont que là où ils sont rentables. C'est clair. C'est leur religion. C'est une forme, voilà, c'est un précepte religieux relatif à l'investissement. S'il n'y a pas de rentabilité garantie, ils font pas dans le monde, dans la charité. Hein. On a un exemple très concret, excusez-moi de vous couper. L'exemple très concret, c'est l'affaire alors moi, je suis très fan du concept du public-privé. C'est-à-dire ce partenariat stratégique entre les entreprises publiques et privées qui peuvent créer de la richesse et garantir des revenus à l'État. Mais on a eu l'affaire de Seidal, par exemple, qui a, avec un laboratoire chinois, développé le vaccin Covid en Algérie. Donc il y a une usine qui produit ça, je crois que c'est 8 millions d'unités par mois, si je ne me trompe pas, ou non, par an, je dis une bêtise. Mais quoi qu'il en soit, ce genre d'investisseur, évidemment, est rentable puisqu'on en avait besoin. Et j'ai envie de dire que le reste des investisseurs en Algérie, en gros, la grande part du lion, c'est les hydrocarbures. Pour attirer l'investisseur lambda parce que tout est rentable en Algérie en réalité. Vous produisez n'importe quoi, c'est vendu. Il y a un marché, c'est le marché africain, donc c'est un marché énorme qui est potentiellement exploitable, avec un pays qui a des infrastructures qui commencent à être en place. Comment faire pour pousser l'investisseur? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des lois qui ont été faites, j'ai parlé du 49-51, mais pas seulement. Il y a une nouvelle loi qui est sortie, je pense que vous en avez entendu parler, c'est celle qui criminalise le sabotage économique de la part des fonctionnaires. Alors, c'est une loi qui, si elle est vraiment appliquée, pourrait devenir une mesure incitative forte. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire confiance à cette loi? Et est-ce qu'on n'a pas déjà eu, de par le passé, de mauvaises surprises qui ressemble à ça aussi? Alors, justement, c'est criminaliser le sabotage. Donc, c'est un petit peu, c'est une expression qui est un peu forte et qui est un peu, je dirais, qui ne part pas très fort aussi. Hein. Donc, criminaliser, c'est quelque chose qui fait peur. Mais que veut dire le sabotage économique de l'investissement? Ça veut dire empêcher l'investissement d'avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Ce qui est quand même une loi, je dirais, je ne sais pas comment on a réfléchi à ce type de loi, sachant que nous avons connu par le passé, ça renvoie un petit peu à la criminalisation de l'acte de gestion. C'était l'opération dans les années 90 avec l'opération main propre, à l'époque du chef du gouvernement Ouihia, qui avait décidé, comme par hasard, hein, d'opérer un nettoyage, entre guillemets, au sein des dirigeants des entreprises du secteur public. Donc, carrément, tout le secteur a été touché par cette campagne où on a assisté à une arrestation
mais vraiment des arrestations spectaculaires, mais vraiment le terme, il convient, c'est des arrestations pour faire du spectacle, hein. Pas dans le sens où elles étaient exceptionnelles, mais c'était vraiment pour faire du spectacle juridique, bien sûr. On a arrêté des dirigeants, on les a envoyés en prison, certains ont passé des mois et des mois sans être jugés, puis être innocentés plus tard. Donc, comment on appelle, cette nouvelle loi risque de faire aussi des victimes au sein des fonctionnaires, sous prétexte que si un investissement n'a pas pu avoir lieu, on ne va pas aller chercher la raison objective de sa non-réalisation et on va s'intéresser à une personne qui aurait dû bloquer ou qui aurait tout simplement appliqué la loi. Donc, c'est pas comme ça qu'on va rassurer les investisseurs. À mon avis, donc, il y a un certain nombre de garanties, il y a des fonds de garantie, il y a des lois qui protègent les investissements et l'investisseur n'a pas besoin d'un acte de criminalisation. Pour être assuré. Criminaliser, c'est pénal. Je veux dire, ça rentre dans le cadre du pénal. On n'est pas encore dans le crime, évidemment, là c'est très, très excessif. Mais pour vous dire simplement, est-ce que vous ne pensez pas, parce que là j'essaie d'avoir une perspective un peu positive malgré tout, il y a à peu près 20% de la population algérienne qui est à l'extérieur des frontières. On a à peu près 7 millions entre le Canada, France, Angleterre, États-Unis. C'est vraiment une vraie diaspora, avec des compétences considérables qui ont fait leur preuve d'ailleurs dans les pays où ils sont. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être des mesures incitatoires pour que cette première vague d'investissement massif se fasse par le truchement de cette diaspora, puisque, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'on a tous goûté à ce qu'était le capitalisme outrancier peut-être, enfin un capitalisme réel, à la création de richesses, à une certaine liberté, et ce qui ne serait pas intéressant peut-être de pousser les Algériens à prendre ce risque d'investir en Algérie, peut-être dans un cadre qui serait un peu meilleur, puisque certaines lois ont été abrogées, pour faire en sorte qu'on participe tous au décollage économique du pays. Je dis régulièrement, et je le répète devant vous, dans les années 50-60, c'est les valises du FLN qui étaient levées en France, qui alimentaient la révolution algérienne. Aujourd'hui, on peut penser que les valises d'idées pourraient arriver en Algérie pour peut-être stimuler la création de richesses. C'est peut-être une piste intéressante, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, c'est une piste intéressante et à ce sujet-là, il ne faut pas oublier qu'il y a une forte réflexion qui a été engagée au début des années 2000 sur cette possibilité de faire participer les membres de la diaspora à l'effort de développement national. Et il y avait des projets, il y avait des investissements qui ont été réalisés sur place en Algérie. Et malheureusement, comme partout, il y a du bon et du mauvais. Il y a quelque chose qui a marché et qui peut-être continue de fonctionner, mais malheureusement, il y avait beaucoup qui ont vite déchanté. Pourquoi? Parce que il y avait un certain nombre de pratiques qui sont tout à fait, je dirais, défavorables à l'essor des investissements. Ces pratiques-là, on les connaît. Donc, il y a la lourdeur administrative. Pour être correct, il y a des blocages parfois qui sont liés soit au foncier, soit aux autorisations, soit au transfert, le mouvement des fonds, des capitaux de l'Algérie et vers l'Algérie, depuis et vers l'Algérie, c'est quelque chose de problématique aussi. Donc il y avait quand même pas mal de jeunes. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'entendre quelques porteurs de projets qui étaient très emballés par le discours de l'État au début des années 2000. Ils sont allés avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont créé des entreprises en Algérie. Ils ont investi dans divers secteurs, que ce soit dans le secteur scientifique de la recherche, de l'investissement, ou même dans le secteur des services. Et beaucoup d'entre eux ont malheureusement déchanté rapidement et ils n'ont pas pu supporter le niveau de la pression, le poids des contraintes qu'il y a en Algérie. Donc, il faut faire un travail. Je pense que l'Algérie gagnerait énormément à établir un projet, un plan, mais vraiment un plan sérieux. Ce n'est pas des annonces comme ça, juste pour la consommation immédiate, mais vraiment un plan réel pour faire participer les membres de la diaspora à l'effort de développement, parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme
Et c'est dommage qu'un pays comme l'Algérie, qui en a tant besoin, passe à côté de cette possibilité. Mais il faut créer quelque chose de très important. Et surtout il faut faire, comment on appelle, il faut faire participer les chancelleries algériennes à l'étranger qui sont très nombreuses. Hein. On a quasiment des consulats et des ambassades quasiment dans la plupart des pays du monde. Il faut les faire participer à cet effort-là parce que jusque-là, je ne pense pas qu'elles jouent un rôle important dans ce domaine, mis à part les séances protocolaires, il n'y a pas grand-chose qui se fait à ce niveau-là. Ça manque de relais. On manque de relais. Excusez-moi, M. Taïbi, on arrive bientôt au terme de l'émission. Donc, je veux juste retirer une chose, parce que je reste toujours sur les choses positives en sortie d'émission. L'idée selon laquelle l'Algérie, évidemment, a un potentiel considérable, on le sait, et il faudrait qu'effectivement, les politiques soient des politiques de perspective à long terme, moyen-long terme, ce qui n'existe pas. Donc, on espère évidemment que ça va aboutir. On a compris les problématiques, on a compris qu'il faut s'appuyer à la fois sur les forces vives du pays et la diaspora, et surtout qu'il faut faciliter l'investissement, l'acte d'investissement, et la garantie que ces investissements soient assurés, rentables et ne soient pas confisqués comme ça a été le cas à certaines époques. Merci encore pour votre intervention, M. Taïbi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je dis à tout le monde, bonne soirée, à très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée à vous aussi. Merci.